tout le monde. Moi, c'est M. Djouk du lycée de Bargny, pour ceux qui ne me connaissent pas. Dans la même logique que mes collègues qui sont déjà passés, je suis censé vous faire une révision portant sur le programme de philosophie en terminale. Et vous comprendrez évidemment qu'un programme déroulé en 9 mois, on ne peut pas évidemment le dérouler en 2 heures. Donc nous ne prendrons que l'essentiel dans ce programme-là, en espérant qu'au terme de ces échanges, vous y tirerez quelque chose. Ce que vous savez tous déjà, c'est que le programme de philosophie en terminale est composé de 4 domaines. Donc le domaine 1, qui est généralement intitulé « La réflexion philosophique ». Donc la réflexion philosophique prend en charge une question que tous les candidats connaissent déjà, c'est la question « Qu'est-ce que la philosophie ?» Donc qu'est-ce que la philosophie? Voilà la question à laquelle toutes les leçons du domaine 1 essaient de répondre. Alors de ce point de vue, vous avez déjà, avec vos professeurs respectifs, compris que ce domaine est organisé autour de 4 à 5 leçons. Alors, faute de reprendre les leçons telles qu'elles sont, nous allons résumer le domaine sous forme de questions, donc sous forme de 4 questions. Je veux dire par là, nous allons identifier 4 questions à partir desquelles on pourra résumer tout le domaine 1. Donc, si vous voulez prendre note, vous pouvez le faire en même temps que moi. Donc, les questions auxquelles nous allons apporter réponse pour résumer le domaine 1 sont les suivantes. Donc, évidemment, la première question peut être formulée comme suit. Quelles sont les origines de la philosophie? Donc voilà un peu la première question autour de laquelle nous allons résumer le domaine 1. L'autre question que nous allons prendre en charge ici peut être formulée comme suit. Quelle définition pour la philosophie? Vous remarquerez que nous avons mis définition au pluriel, puisque la philosophie ne compte pas qu'une définition, elle compte une infinité de définitions. Ensuite, l'autre question que nous allons envisager ici, toujours dans le domaine 1, on pourrait la formuler comme suit. Quelles sont les critiques adressées à la philosophie en tant que forme de connaissance? Enfin, la dernière question, donc celle qui devra être la synthèse de toutes les précédentes, sera donc quelle utilité y a-t-il à philosopher? Donc voilà en gros les 4 questions autour desquelles on pourrait résumer tout le domaine 1, étant entendu que c'est un domaine vaste. Donc nous allons essayer seulement de retenir l'essentiel donc du tout. Alors, pour ce qui concerne la première question, donc relative aux origines de la philosophie, ce qu'il y a à savoir, c'est que justement, ici la notion d'origine, ce que vous savez déjà, n'est pas à entendre comme le lieu de provenance. Elle est plutôt à entendre comme la cause. Donc ici, on parle d'origine causale, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles la philosophie serait née. Et quand il s'agit de prendre en charge la question des origines causales de la philosophie, cette interrogation peut être divisée en 2 sous-interrogations. Les 2 sous-interrogations sont les suivantes. D'abord, la question de savoir pourquoi la philosophie est-elle née? Et l'autre question sous-jacente à la première, c'est celle de savoir comment cette naissance s'est-elle produite. Donc voilà un peu ce qu'il faut savoir prendre en charge comme question
si l'on veut régler la question des origines de la philosophie. Donc, comment cette naissance s'est-elle produite? Donc, voilà un peu là où nous en sommes pour ce qui concerne donc, le domaine 1. Donc, je disais que tout le domaine 1 réuni peut être résumé en 4 questions, celles que nous avons au tableau. La première question relative aux origines de la philosophie doit être résolue en commençant par donner un sens à la notion d'origine, étant entendu ici qu'elle ne renvoie pas au lieu de provenance, mais plutôt à la cause, aux raisons pour lesquelles la philosophie serait née. Et maintenant, je dis que quand l'objectif est de montrer pourquoi, les raisons ayant prévalu à la naissance de la philosophie, il y a 2 aspects à prendre en compte ici. C'est d'abord la question de savoir pourquoi la philosophie est-elle née, et ensuite la question de savoir comment cette naissance s'est-elle produite. Alors, pour le pourquoi, 2 éléments de langage à retenir. Le premier élément de langage, c'est celui relatif aux premières formes de connaissance. Ce que vous savez déjà, c'est que la philosophie n'a pas été la première connaissance inventée par l'homme. Bien avant la philosophie, l'homme a inventé des formes de connaissance. Essentiellement, c'est le mythe, la magie et la religion. Ce que ces formes de connaissance avaient en commun, c'est qu'elles se fondaient toutes sur la croyance. Donc la croyance en l'existence de Dieu, de forces surnaturelles, grâce auquel Dieu est force surnaturelle, on peut expliquer comment les choses sont arrivées à l'existence. Donc je dis que quand on va régler la question du pourquoi de la naissance de la philosophie, on part du constat que bien avant la naissance de la philosophie, l'homme a inventé des connaissances, c'est le mythe, la magie et la religion, et elles se fondaient, toutes ces connaissances-là, sur la croyance. Alors, parce qu'elles se fondent sur la croyance, elles étaient considérées comme des connaissances sacrées. Parce qu'elles étaient sacrées également, elles étaient considérées comme dogmatiques. Je rappelle que le dogme relève d'une vérité considérée comme achevée, sur laquelle il n'y a plus rien à dire. Donc, on a un homme qui invente d'abord le mythe, la magie et la religion, lesquelles formes de connaissances se fondent sur les croyances. Parce qu'elles se fondaient sur les croyances, elles étaient considérées comme sacrées. Parce qu'elles étaient sacrées, elles étaient considérées comme dogmatiques. Parce qu'elles étaient dogmatiques, elles n'admettaient, ce que vous savez tous, ni questionnement, ni justification. Et la conséquence d'une telle forme de connaissance, c'est quoi? C'est qu'à la longue, elle devient banale. Quand une connaissance se limite à expliquer le monde en convoquant les dieux, quand une connaissance n'admet aucune forme d'explication, aucune forme de justification, à la limite, elle devient un peu plate comme forme de connaissance, un peu ordinaire, un peu superficielle. Donc, on part du constat que l'on a inventé le mythe, la magie et la religion, mais ces formes de connaissance se fondaient sur les croyances, donc elles étaient sacrées, dogmatiques, n'admettant ni questionnement ni justification, et donc à la limite, elles devenaient banales, superficielles, trop ordinaires pour rendre compte de la complexité du monde. Et tout le monde comprendra qu'évidemment, parce que l'homme n'est plus satisfait des formes de connaissances premières, il va rompre avec ces connaissances-là pour inaugurer une nouvelle ère de connaissances, et cette nouvelle ère sera appelée la philosophie. Donc on dira que la philosophie, à la question de savoir pourquoi la philosophie est-elle née, on dira qu'elle est née parce que les premières formes de connaissances que sont le mythe, la magie et la religion ne pouvaient plus rendre compte du monde, donc avec profondeur. Voilà un peu ce que nous retenons pour la notion donc d'origine, précisément pour ce qui concerne le pourquoi de la naissance de la philosophie. Donc je répète pour une dernière fois, à la question de savoir pourquoi la philosophie est-elle née, on dira parce que les premières formes de connaissance que sont le mythe, la magie et la religion ne pouvaient plus satisfaire notre soif de connaissance. Donc d'où le besoin d'inventer une nouvelle forme de connaissance qui sera appelée la philosophie. Donc voilà un peu pour ce qui concerne le pourquoi, je rappelle, relatif à la question des origines. Maintenant, reste à envisager le comment de cette naissance. Et quand on parle ici de comment, on est dans le processus par lequel l'esprit adopte la démarche philosophique. Et ici, pour ce qui concerne le comment de la naissance, je précise que l'acte premier qui va inaugurer l'ère philosophique, c'est l'usage de la raison. Jusqu'ici, tout le monde peut se rendre compte que l'homme avait des connaissances qui se fondaient sur les croyances. Alors, qu'est-ce qui va marquer l'avènement de la philosophie? C'est l'intronisation de la raison dans le domaine de la connaissance. Qu'est-ce qui marque la naissance de l'esprit philosophique? C'est la consécration de la raison comme unité de mesure de la connaissance. Donc voilà un peu
l'acte premier dans le comment de la naissance de la philosophie. Évidemment, avec cette raison, qu'est-ce qui se passe? L'homme commence à s'étonner. Et ici, l'étonnement, évidemment, on ne l'entend pas comme de l'émerveillement, ce qui est en jeu dans le mythe, mais on l'entend plutôt comme la reconnaissance de son ignorance, comme la prise de conscience que ce que nous voyons relève de l'étrangeté. Et donc, évidemment, l'homme commence à user de sa raison. Par cette raison, il s'étonne, c'est-à-dire reconnaît son ignorance. Cette prise de conscience de son ignorance, évidemment, l'amène à se questionner. Parce qu'il se questionne, il ira chercher la vérité. Et c'est justement le fait de rechercher la vérité qu'on entend par l'acte de philosophie. Alors, donc nous voilà, pour ce qui concerne le comment de la naissance de la philosophie. Donc on retiendra quoi? On retiendra que la philosophie est née. On est dans le pourquoi. Parce que les premières formes de connaissance n'étaient plus satisfaisantes. Comment est-elle née? Avec l'usage de la raison dans le domaine de la connaissance, par laquelle raison l'homme s'étonne, se questionne pour aller à la recherche de la vérité. Donc voilà en gros ce que l'on retient pour ce qui concerne les origines de la philosophie. Alors, la question des origines évacuée, reste maintenant à envisager la question des définitions. Et le constat à faire ici, c'est quoi? C'est que quand on compare la philosophie aux autres formes de connaissance, ce qui est déjà constatable, c'est que partout ailleurs, la question de la définition ne pose aucun problème. Je veux dire en physique, en chimie, en biologie, en histoire, en sociologie, toutes les personnes ressources s'entendent sur une définition unanime. Tout le monde sait que l'histoire, c'est la science du passé. Ça, on le sait déjà. La biologie, la science du vivant. L'astronomie, celle des corps célestes. Et ces définitions-là ont souvent une portée universelle. Par contre, quand il s'agit de la philosophie, on se rend compte que nous avons autant de philosophes que de définitions. Autrement dit, ce qui est réglé dans les autres sciences ne l'est pas en philosophie. En philosophie, nous avons d'ailleurs ce que nous appelons dans nos leçons respectives la problématique de la définition de la philosophie. Donc ça, c'est le premier constat à faire pour ce qui concerne la question des définitions. Maintenant, la contradiction, la problématique de la définition, la diversité des pensées constatées, il va falloir quand même trouver un dénominateur commun à toutes les philosophies, aussi différentes soient-elles. Il faut trouver des définitions sur lesquelles, en tout cas, la plupart des philosophes seraient d'accord. Et de ce point de vue-là, on peut envisager, si vous voulez, trois définitions. Donc, au-delà de la contradiction qui règne en philosophie, au-delà de la diversité des pensées, on peut essentiellement retenir trois définitions plus ou moins consensuelles, ou en tout cas sur lesquelles pas mal de philosophes se retrouvent. Et la première, la plus usuelle, la plus connue, c'est évidemment la philosophie comme amour de la sagesse. Alors, philosophie comme amour de la sagesse, je précise qu'une telle définition, on l'emprunte à l'étymologie du mot philosophie. Alors, je crois que je peux me permettre d'effacer la première question, vu qu'on a fini de régler ce qui était relatif à elle. Donc, je disais que la première définition, au-delà de la contradiction constatée en philosophie, c'est surtout celle la plus connue. Donc la philosophie comme amour de la sagesse. Alors ici, ça n'est un que de savoir que la philosophie est définie comme telle, mais ça n'est un autre que de savoir qu'est-ce qu'on doit tirer de cette définition. Et on retiendra que définir la philosophie comme amour de la sagesse permet essentiellement d'en tirer deux enseignements. Un enseignement que l'on cherche dans le sens du mot amour, et un autre enseignement ou idée que l'on cherche dans le sens du mot sagesse. L'amour est un sentiment, ce que nous savons déjà, mais un sentiment de quelle nature? Un sentiment d'attirance. Comme la haine est un sentiment de répulsion. Donc, c'est un sentiment d'attirance à l'égard de quelque chose que l'on veut posséder. Maintenant, dès qu'on est dans le vouloir posséder, c'est qu'on n'a pas encore possédé. C'est pourquoi d'ailleurs Helvétius dit aimer c'est avoir besoin. Platon également dit que l'amour est toujours l'indice d'une absence, est toujours l'indice d'un manque, l'indice d'un vide que l'on veut combler par la présence de la chose qu'on aime. Alors, donc définir la philosophie comme amour de la sagesse, ça suppose que le philosophe, c'est celui qui sait ne pas posséder la sagesse, c'est celui qui sait manquer de sagesse, c'est celui qui sait ressentir un vide qu'il veut combler par
la quête de la sagesse. Donc la première idée à retenir, c'est qu'il n'y a de philosophie que là où on fait preuve d'humilité intellectuelle. Je rappelle que le mot humilité est tiré de la racine humble. Humble veut dire modeste, c'est-à-dire faire vœu de pauvreté en matière de quelque chose. Donc humilité intellectuelle, ça signifie reconnaître son ignorance. Donc je dis que le premier enseignement que l'on tire de la philosophie comme amour de la sagesse, c'est que pour philosopher, il faut commencer par reconnaître son ignorance. Alors l'autre idée, je disais que nous la chercherons dans le sens du mot sagesse et précisément d'ailleurs dans le sens que Descartes en donne. Tout le monde connaît cette fameuse citation de Descartes, dans laquelle citation il dit « Par la sagesse, on n'entend pas seulement la prudence dans les affaires, mais une parfaite connaissance de toutes les choses que l'on peut savoir, tant pour la conduite de sa vie que la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. » Donc fin de citation. Alors, dans ces propos de Descartes, on retrouve essentiellement 3 éléments de langage. On a d'abord la sagesse comme prudence dans les affaires. Ça, c'est le premier constat. Mais les 2 autres constats qui nous intéressent, c'est quand il dit que la sagesse, c'est également la connaissance du tout. Être sage, c'est connaître tout ce qu'il y a à savoir. Il dit d'ailleurs, c'est une parfaite connaissance de toutes les choses que l'homme peut savoir. Donc ça, c'est le premier élément de langage dans la citation. L'autre élément de langage, il dit, tant, donc, cette connaissance, pour quoi faire? Il y ajoute tant pour la conduite de sa vie, pour la conservation de sa santé et l'invention de tous les arts. Donc on est dans l'ordre de l'action. Donc en fait, dans la sagesse philosophique, on entend à la fois une connaissance théorique et une connaissance pratique, ou en tout cas une manière d'agir. Voilà un peu ce que Descartes retient dans ses propos. Et donc du coup, l'autre idée que l'on garde en repérage dans la définition de la physique au mot de la sagesse, c'est que le philosophe s'intéresse à la fois au domaine de la connaissance théorique, mais également au domaine de la connaissance pratique. Donc voilà un peu l'autre idée que l'on retient de la définition de la philosophie comme amour de la sagesse. Donc, avoir défini la philosophie comme amour de la sagesse suppose, si vous voulez, 2 idées. La première, il n'y a de philosophie que pour celui qui sait faire preuve d'humilité intellectuelle. L'autre idée, la pratique philosophique englobe à la fois la connaissance théorique et la connaissance pratique. Donc voilà un peu les 2 idées que l'on retient de la définition de la philosophie comme amour de la sagesse. Alors l'autre définition que l'on peut ici également retenir comme consensuelle à côté de la philosophie comme amour de la sagesse, c'est surtout l'idée d'une philosophie qui serait également une réflexion sur la totalité. Évidemment, cette idée, on l'a déjà avec la définition de la notion de sagesse. Parce que quand Descartes dit que dans la sagesse philosophique, on entend aussi bien les connaissances théoriques que les connaissances pratiques, ça signifie que la connaissance philosophique englobe la totalité du savoir. Donc cette idée, elle est à prendre en compte dans les définitions de la philosophie. Donc je dis, autant on peut définir la philosophie comme amour de la sagesse, autant également on pourra la définir comme réflexion sur la totalité. Donc c'était l'autre idée à mettre en jeu. Est-ce qu'on peut mouiller ça? Donc c'est l'autre idée que nous retenons ici, donc relativement à la définition de la philosophie. Et ici, ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est surtout de revenir sur le compagnonnage entre la philosophie et la science. Alors en quoi faisant? En montrant que la philosophie est considérée comme réflexion sur la totalité pour 2 raisons. D'abord, parce qu'elle est mère des connaissances surtout rationnelles, je parle des sciences, mais également elle est considérée comme réflexion sur la totalité parce que toutes les branches donc, de connaissances, c'est-à-dire toutes les sciences, étaient considérées comme des branches de la philosophie, mais également mère des sciences, plutôt réflexion sur la totalité, parce que la philosophie réfléchit sur tout. Il n'y a pas de domaine qui serait étranger à la réflexion philosophique. Donc surtout, je rappelle que
les sciences sont connues comme étant des formes de connaissances particulières parce que chaque science ne s'occupe que d'un domaine de la réalité. Mais la philosophie, elle est totalitaire parce qu'elle s'occupe à la fois de tous les domaines de la vie, tant que ces domaines-là interpellent la vie de l'homme. Voilà un peu. Donc l'autre idée que l'on retient des définitions de la philosophie. Donc une philosophie considérée comme réflexion sur la totalité pour trois raisons. Donc mère des sciences, également les sciences comme branche de la philosophie, mais également le dernier argument, elle est réflexion sur la totalité parce que la philosophie réfléchit sur tout. Elle réfléchit sur l'art, sur les sciences, la technique, la société, l'État, la religion, Dieu, l'âme, etc. Tout ce qui interpelle la vie de l'homme interpelle le philosophe. Donc voilà l'autre définition que l'on retient. Maintenant, la troisième et dernière définition, c'est celle qui est considérée d'ailleurs comme la plus actuelle, celle qui épouse l'esprit philosophique, c'est celle-ci, donc la philosophie comme critique, esprit critique ou comme questionnement. Donc, pour replacer les choses dans leur contexte, je rappelle qu'on parle en ce moment de la définition de la philosophie ou des définitions de la philosophie. Pour ce qui concerne ces définitions, nous avons commencé par constater ce que j'ai appelé la problématique de la définition. Une fois cette problématique constatée, on a montré en quoi consiste la philosophie comme amour de la sagesse. Par suite également, on a montré en quoi la philosophie serait une réflexion sur la totalité, avant d'en arriver à la définition d'une philosophie qui serait une démarche critique ou encore un questionnement. Et ici, pour ce qui concerne la notion de critique ou d'esprit critique, le soin qu'il faut surtout prendre, c'est de distinguer cette démarche d'une démarche qui lui serait similaire, mais tout à fait opposable. Je parle de ce que nous appelons souvent l'esprit de critique. Donc je dis que la définition la plus actuelle, celle qui va de pair avec l'esprit philosophique, c'est l'idée d'une philosophie qui serait une démarche critique. Et j'allais préciser que s'il faut donner un sens ici à la démarche critique, il faut déjà commencer par distinguer ce que nous appelons l'esprit critique de ce qu'on peut appeler l'esprit de critique. L'esprit de critique, donc, n'est pas philosophique. Par contre, l'esprit critique, voilà la démarche du philosophe. Alors, maintenant, relativement à l'esprit de critique, on retient quoi? L'esprit de critique, on retient que c'est le fait de critiquer pour critiquer. En fait, critiquer pour critiquer, c'est s'opposer pour s'opposer. C'est quand je dis à l'autre, je ne suis pas d'accord, non pas parce que je propose quelque chose en retour, mais parce que c'est ça qui satisfait mon ego, parce que c'est ça qui me fait plaisir, de ne pas être d'accord avec les autres. Donc on entend par l'esprit de critique le fait de s'opposer aux autres pour le plaisir de s'opposer à eux. Or, qu'est-ce qu'on retient d'une telle démarche? Elle est contre-productive. Pourquoi? Parce qu'elle nous éloigne de la possibilité de trouver la vérité. Par contre, pour ce qui concerne l'esprit critique, il ne s'agit même pas de s'opposer à l'autre. De quoi s'agit-il? Il s'agit de poser à l'autre, j'ai bien dit poser à l'autre, la question du pourquoi. Donc je dis, qu'est-ce qui différencie l'esprit de critique et l'esprit critique? L'esprit de critique est une démarche de négation, on s'oppose à l'autre pour le plaisir de s'opposer à l'autre, alors que maintenant l'esprit critique consiste à demander à l'autre pourquoi a-t-il dit ce qu'il a dit, pourquoi a-t-il fait ce qu'il a fait. Donc l'esprit critique consiste à poser la question du pourquoi devant les connaissances et les pratiques établies, alors que l'esprit de critique consiste à s'opposer. Si vous êtes capable d'établir cette distinction entre l'esprit de critique et l'esprit critique, c'est que vous comprenez sans doute en quoi consiste l'acte de philosopher. Je précise que par la philosophie, on entend le fait de procéder comme suit, par esprit critique, c'est-à-dire le fait de poser la question du pourquoi devant les idées reçues, devant les pratiques établies. Et par suite, quand vous demandez à l'autre pourquoi avez-vous dit ça, on peut dire que la démarche adoptée par le philosophe est une démarche de prudence. Parce que demander à l'autre pourquoi, c'est non seulement une manière de lui offrir l'opportunité
de mieux s'expliquer, mais également, c'est l'occasion de m'offrir à moi l'opportunité de mieux comprendre. Donc, ici, si l'attitude est contre-productive parce qu'elle nous éloigne de la vérité, ici, l'attitude est tout à fait productive parce qu'elle devient non seulement une attitude de prudence intellectuelle, mais également c'est une attitude qui permet de tendre vers plus de connaissances possible. Parce que celui qui oppose à son interlocuteur la question du pourquoi, c'est qu'il entend mieux connaître les choses, c'est qu'il entend mieux les fonder. Donc c'est en ce sens que je dis que l'esprit de critique consistant à s'opposer aux idées reçues et aux pratiques établies est une attitude contre-productive parce qu'elle nous éloigne, cette démarche-là, de la possibilité de trouver la vérité. Alors que par contre, l'esprit critique, qui consiste à poser la question du pourquoi devant les idées reçues, est une attitude productive. Pourquoi? Parce qu'elle nous éloigne, cette attitude, de la possibilité de l'erreur, mais elle nous rapproche en même temps de la possibilité de la vérité. Et donc c'est en ce sens qu'il faut savoir distinguer l'esprit critique qui est philosophique de l'esprit de critique qui n'est pas philosophique. D'ailleurs, j'aurais pu remplacer également ces termes par d'autres termes que vous connaissez. J'aurais pu remplacer ce terme par le terme doute sceptique, on aurait pu le faire, évidemment, même s'il y a une nuance entre les deux termes. On est dans les mêmes, on est pratiquement dans la même démarche, on est pratiquement dans la même conséquence par rapport à la connaissance. Là aussi, on aurait pu remplacer esprit critique par l'autre terme que vous connaissez, le doute méthodique. Alors, étant entendu aussi qu'on peut toujours différencier doute méthodique et esprit critique, les deux procèdent du même esprit et également ont la même conséquence par rapport à la connaissance. Donc voilà un peu ce que l'on retient pour l'instant pour ce qui concerne la philosophie comme esprit critique. Et alors, pour terminer cette question de définition, j'y ajoute que ce qui rend pertinent la démarche critique dans le champ de la connaissance, c'est qu'il y a deux constats à faire. Le premier constat, c'est que la vérité ne nous est pas donnée, ça on le sait déjà. Et la preuve que la vérité n'est pas donnée, c'est que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Il nous arrive de nous étonner nous-mêmes. Il nous arrive de faire et de dire des choses pour ensuite nous demander si c'est nous qui avons fait ça. Donc c'est la preuve que l'homme ne se connaît pas absolument. Non seulement il ne se connaît pas absolument, mais il ne connaît pas absolument le monde qui l'entoure. Dans la vie de tous les jours, il y a tellement de choses qui se passent et pour lesquelles on se demande toujours pourquoi ça se passe comme ça. Donc c'est la preuve que nous ne comprenons pas le monde. Donc la vérité n'est pas offerte sur un plateau d'argent. Et même quand cette vérité nous est offerte, elle nous est offerte souvent par le biais des sens qui peuvent nous tromper. Voilà, qui peuvent nous tromper. Donc je dis, la vérité n'est pas donnée à l'homme. En quoi elle n'est pas donnée? Nous ne nous connaissons pas. Nous ne connaissons pas le monde dans sa totalité. Mais je dis, même quand cette vérité est donnée, l'hypothèse où elle est offerte à l'homme, elle est souvent offerte par le biais des sens qui sont trompeurs. Donc de ce point de vue, où la vérité n'est pas donnée, ou elle est donnée par des sens trompeurs. Et donc dans les deux cas, il convient pour toute personne qui veut s'éloigner de l'erreur et tendre vers la vérité, de procéder à une démarche critique devant toute idée reçue et devant toute pratique établie pour s'assurer qu'il s'éloigne le plus possible des erreurs, mais également pour s'assurer qu'il se rapproche le plus possible de la vérité. Alors, donc, ici, voilà ce qui rend la critique nécessaire dans le champ de la connaissance, c'est que la vérité n'est pas donnée, ou elle est donnée par des sens trompeurs, donc il faut critiquer pour s'assurer qu'on n'est pas dans l'erreur sans le savoir. Je rappelle que les sciences connaissent ce qu'on appelle des erreurs fédérales. Une science peut commettre une erreur que toute une génération conçoit comme vraie, jusqu'à ce qu'une autre génération rectifie cette erreur-là. Et donc je dis, ici, l'esprit critique est de nature à permettre aux penseurs d'échapper aux erreurs fédérales. C'est-à-dire de ne pas être embarqués par les erreurs des autres. Et donc, c'est en ce sens-là qu'il faut tout le temps critiquer les idées reçues, tout le temps critiquer les pratiques établies, étant entendu ici que la critique n'est pas la négation des idées de l'autre, mais la critique, c'est l'attitude de prudence que l'on s'oppose en exigeant à l'autre qu'il s'explique mieux pour nous donner le temps de mieux comprendre. Donc voilà un peu dans quoi nous sommes pour ce qui est relatif à la définition de
philosophie. Alors, donc, en gros, on retient que pour ce qui concerne la question quelle définition pour la philosophie, il y a essentiellement ici, donc dans cette définition-là, quatre éléments de langage qui nous intéressent. Donc pour la question des définitions ou de la définition. Donc je disais que 4 éléments de langage nous ont intéressés. Le premier élément de langage, c'est ce qu'on a appelé la problématique de la définie, la problématique de la définition, ou encore ce que nous appelons l'absence de définition unanime. Donc c'était le premier constat qu'on a fait. D'ailleurs, je rappelle que cette absence de définition unanime va valoir à la philosophie des critiques. D'ailleurs, la plupart des critiques qui sont adressées à la philosophie naissent d'abord du fait que les philosophes ne s'entendent pas. Et d'ailleurs, essentiellement, la critique qui revient sans cesse avec cette absence de définition unanime, c'est que la philosophie est une forme de connaissance incertaine. Donc c'est souvent ce qui lui est reproché. D'ailleurs, pour boutade, on dit souvent que si les philosophes ne s'entendent pas, comment peuvent-ils prétendre nous offrir des réponses rassurantes quant aux questions que nous nous posons? Et ici, c'est en cela que nous disons que la philosophie est incertaine. L'autre élément de langage qu'on a envisagé, c'est l'idée d'une philosophie comme amour de la sagesse. Alors, ce que nous avons pris en charge en revenant sur les sens du mot amour et sagesse pour tirer les deux enseignements qu'on a tirés. Le premier, il n'y a de philosophie que celui qui sait reconnaître son ignorance. Le deuxième, la philosophie englobe à la fois la connaissance théorique et la connaissance pratique. La troisième définition sur laquelle nous sommes revenus, c'est l'idée d'une philosophie qui serait réflexion sur la totalité. Alors, réflexion sur la totalité, on l'a dit, d'abord parce qu'elle est mère des sciences, ensuite parce que jusqu'à récemment, toutes les sciences étaient considérées comme des branches de la philosophie, mais également réflexion sur la totalité parce qu'aujourd'hui, la philosophie est considérée comme une recherche encyclopédique, c'est-à-dire qu'elle s'interroge sur tout ce qui interpelle la vie de l'homme. Et également, la dernière définition qu'on a envisagée, c'est l'idée d'une philosophie qui serait une démarche critique ou une démarche questionneuse, c'est-à-dire un questionnement. Et je disais que ici, l'esprit critique, la critique, le questionnement, on l'entend comme le fait de poser la question du pourquoi devant les idées reçues et les pratiques établies. Ce qui est maintenant à opposer à l'esprit de critique et au doute sceptique. Pourquoi? Parce que l'esprit de critique et le doute sceptique ne consistent pas à poser la question du pourquoi. Il s'agit plutôt ici de s'opposer à l'autre, ou parce que ça nous fait plaisir de nous opposer aux autres, ou parce qu'on considère que l'autre n'est pas capable de dire la vérité. Dans les deux cas, on s'oppose à l'autre, et voilà en quoi l'esprit de critique doit être opposé à l'esprit critique, qui consiste tout simplement à poser la question du pourquoi. Donc voilà un peu. Et par suite, on a également précisé que ce qui justifiait la démarche critique en philosophie, c'est que la vérité n'est pas donnée, ou quand elle est donnée par des sens qui peuvent nous tromper. Dans les deux cas, pour faire preuve de prudence intellectuelle, il faudra par la suite donc critiquer les idées reçues et les pratiques établies. Alors, la troisième question, celle que nous avons, donc c'est la question de savoir quelles sont les critiques adressées à la philosophie. Et ici, pour ce qui concerne les critiques, je dis généralement que la manière la plus simple de faire cet exercice-là, c'est d'abord de savoir qui critique la philosophie. Et on peut résumer les détracteurs de la philosophie en deux figures. On a d'abord la figure de l'opinion commune, qui est très acerbe à l'endroit de la philosophie, mais également on a la figure des scientistes. Les scientistes, ce sont tous ceux qui croient au pouvoir de la science à régler les problèmes de l'homme plutôt. Alors, donc du coup, qu'est-ce que l'opinion commune reproche à la philosophie? Alors, on dira que l'opinion commune reproche essentiellement à la philosophie
la première critique qu'on avait déjà, du fait de la contradiction qui y règne. Donc, il reproche à la philosophie, ou elle reproche à la philosophie, l'opinion, excusez-moi, donc d'être incertain, d'être incapable de produire des savoirs apodictiques comme la science le ferait. L'autre critique ici que l'opinion oppose à la philosophie, c'est tout simplement qu'elle voit dans l'activité philosophique donc une connaissance purement au regard évidemment de ses objets d'étude, j'allais dire abstraits. Donc l'opinion voit dans la philosophie une forme de connaissance évasive. Évasive, c'est-à-dire qui nous éloigne de la réalité quotidienne. J'aurais pu remplacer évasive par spéculative, une forme de connaissance contemplative. En français plus simple, on aurait pu dire une forme de connaissance purement théorique, c'est-à-dire n'ayant aucune utilité pratique, qui ne peut absolument pas aider à transformer le monde. Alors donc, si vous êtes capable de démontrer que la philosophie est incertaine au regard de la contradiction qui l'anime, au regard de son esprit critique, etc., si vous êtes capable de montrer également que la philosophie est purement abstraite, purement évasive, purement contemplative, vous avez l'essentiel des éléments de langage qu'il faut employer quand on veut montrer les limites du discours philosophique, donc par rapport à l'opinion commune. L'autre critique ou les autres critiques, évidemment, on les doit essentiellement aux scientistes. Tout à l'heure, je disais que le scientisme, c'est un courant de pensée qui est fondé sur l'idée que les sciences suffisent pour répondre aux questions de l'homme. D'ailleurs, on dira que le scientisme, c'est la religion de la science. Non pas parce que la science a une religion, mais il s'agit ici de viser le fait qu'on ait foi en la science. Alors, donc on dira que les scientistes sont ceux qui croient au pouvoir de la science à régler tous nos problèmes. Et dans les écoles scientistes réunies, on retient généralement deux courants de pensée. On a les positivistes et on a également les pragmatiques. Ce que les positivistes reprochent à la philosophie relativement au schéma d'Auguste Comte que nous connaissons déjà, c'est que la philosophie est dépassée. Tout le monde connaît la loi des trois états, c'est Auguste Comte, pour qui l'esprit humain aurait d'abord été un esprit théologique, avant de devenir un esprit métaphysique, avant de devenir enfin un esprit scientifique. Donc la science représente la maturité de l'esprit, alors que la philosophie représenterait son enfance et son adolescence. Donc ici l'idée c'est quoi? C'est que la philosophie est dépassée, elle n'est plus d'actualité, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin de philosophie. Voilà un peu ce que les positivistes reprocheraient à la philosophie. Alors, par contre, les pragmatiques, on les connaît surtout comme ceux qui ont foi en la technique, en la capacité de la technoscience à transformer le monde. Et donc du coup, qu'est-ce que les pragmatiques reprochent à la philosophie? Ils reprochent à la philosophie d'être inefficace. Ils reprochent à la philosophie d'être trop métaphysique. En fait, ce que les pragmatiques souhaiteraient, c'est que la philosophie devienne technicienne. Ce qu'ils souhaiteraient, c'est que la philosophie transforme le monde comme la technique transforme le monde. Et tant qu'elle n'est pas capable de nous construire des ponts, des routes et des lampes, pour les pragmatiques, c'est que la philosophie n'a aucune utilité. Donc, voilà un peu la critique que nous retenons des pragmatiques. Alors, d'entre ces critiques, on peut toujours y insérer d'autres éléments pour les enrichir. Par exemple, il y a l'élément de langage relatif à Kant qui me vient à l'esprit, quand il parle des limites de la raison. Je rappelle que pour Kant, la raison, en tant que faculté de connaissance, ne peut connaître que les objets qui sont donnés dans l'espace et dans le temps. Donc ça signifie que la raison, aussi performante soit-elle, ne peut connaître qu'une partie de la réalité et est censée ignorer tout un autre pan de la réalité. Donc du coup, chez Kant, on retient quoi? On retient l'idée que la philosophie, précisément la métaphysique, est une forme de connaissance incertaine. Pourquoi?
parce que la raison philosophique n'est pas capable de connaître les objets métaphysiques. Donc, l'idée d'une raison philosophique incapable d'expliquer les objets métaphysiques, on peut l'envisager quand on veut montrer l'incertitude de la philo. Donc, je dis qu'on peut étoffer cet argument en envisageant Kant quand il parle des limites de la raison. Donc ici, c'est simple, tu reviens sur l'idée que pour Kant, la raison ne peut connaître qu'un objet donné dans l'espace et dans le temps. Donc ça signifie que la raison ne connaît que les objets matériels. Pour ce qui concerne les objets immatériels, elle n'aurait aucune compétence, ce qui signifie que la connaissance métaphysique est forcément une fausse connaissance est forcément une connaissance incertaine. Alors, maintenant, tout autre élément de langage qu'on peut convoquer ici pour étayer l'idée d'une philosophie qui serait sans intérêt, on peut toujours le greffer dans cette histoire-là, donc pour enrichir notre argumentaire. Alors, il reste la dernière question, c'est celle relative à la question de l'utilité. Pour ce qui concerne maintenant l'utilité de la philosophie aussi, on peut reprendre le même schéma. Autant pour critiquer la philosophie, on peut se demander d'abord qui la critique, de même identifier dans quel domaine. Et ici, vous verrez que si l'objectif est de montrer le besoin de philosopher, ou encore l'utilité de la philosophie, on le fait en identifiant les domaines dans lesquels la philosophie pourrait intervenir. Et donc ici, nous verrons que le besoin de philosopher peut être envisageable dans deux domaines. D'abord dans le domaine de la connaissance, mais également le besoin peut être envisagé dans le domaine de l'action. Donc, quand on a voulu critiquer la philosophie, on a identifié qui critique la philosophie d'abord. Maintenant, quand on montre l'utilité de la philosophie, on montre d'abord dans quel domaine. Alors, ici, pour ce qui concerne le domaine de la connaissance, d'ailleurs ce qu'on appelle souvent la finalité intellectuelle ou théorique. Alors qu'ici, on parle de finalité pratique ou morale. C'est la même chose. Donc la finalité pratique de la philosophie, c'est l'utilité de la philosophie dans le domaine de l'action. La finalité intellectuelle de la philosophie, c'est l'utilité de la philosophie dans le domaine de la connaissance. Alors maintenant, que peut faire la philosophie dans le domaine de la connaissance? Généralement, vous n'êtes pas sans ignorer que quand on critique la philosophie, on a tendance à la comparer à la science. On a tendance à montrer que la science a réussi là où la philosophie aurait échoué. Alors, montrons d'abord le besoin de philosopher en précisant là où la philosophie a réussi et où la science aurait échoué. En quoi faisant? En montrant que la philosophie, contrairement à la science, est la seule forme de connaissance qui offre à l'homme la possibilité, dans une seule recherche, d'embrasser un savoir encyclopédique. Alors, un savoir encyclopédique, ça veut dire un savoir totalitaire. Donc, je veux dire, la première utilité de la philosophie, c'est quoi? C'est que quand les sciences sont particulières, parce que les sciences ne s'occupent que déjà du domaine matériel, mais encore aussi, chaque science a un domaine de spécialisation. Pendant ce temps, la philosophie, elle, a la possibilité, dans une seule et même recherche, d'embrasser la totalité de la réalité. Un philosophe peut s'interroger sur Dieu, j'en ai parlé tout à l'heure, sur la religion, sur l'âme, sur le paradis, sur l'enfer, sur la vie en société, nos comportements, les crimes qui s'y passent, les normes, etc. Il n'y a rien qui échapperait à la recherche du philosophe. Donc de ce point de vue-là, la philosophie est utile, parce que c'est seulement avec elle qu'on embrasse la totalité de la réalité dans une seule et même recherche, contrairement aux sciences qui nous enferment dans une forme de spécialisation. L'autre idée ici qu'on peut envisager pour montrer l'utilité de la philosophie dans le domaine de la connaissance, c'est quand on montre que par la critique ou le questionnement qu'elle promeut, la philosophie permet deux choses. Par cette critique ou par ce questionnement, il permet d'échapper, ça on l'a déjà dit tout à l'heure, à toute forme de fausse certitude, d'erreur, de dogmatisme dans le domaine de la connaissance. Donc échapper à quoi? Échapper au dogma
au dogmatisme, encore appelé le fanatisme. Échapper également à quoi? Échapper aux erreurs fédérales. Donc, celles qui embarquent toute une génération, mais également échapper à quoi? Échapper aux fausses certitudes, à la pire des ignorances. La pire des ignorances, c'est celle qui consiste à croire que l'on sait, qu'en fait, on ne sait absolument rien du tout. Quand quelqu'un se questionne, quand quelqu'un critique, c'est qu'il reconnaît qu'il ne sait pas et que donc il est dans la posture de celui qui cherche, dans la posture du chercheur de vérité. Mais également, toujours dans le domaine de la connaissance, on dira que par cette critique, la philosophie permet de tendre vers quoi? Vers la prudence intellectuelle. Et j'avais défini ici, il faut prendre note pour la prudence intellectuelle si vous ne retenez pas. J'avais défini tout à l'heure la prudence intellectuelle comme la démarche par laquelle on se donne les moyens d'échapper à la possibilité de l'erreur pour tendre le plus possible vers la vérité. Donc c'est la démarche par laquelle on se donne les moyens d'échapper à la possibilité de l'erreur et de tendre le plus possible vers la vérité. Et justement, le questionnement ou la critique philosophique nous le permettrait. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, ici, il s'agit de se poser la question du pourquoi. Alors, si vous êtes capable de dire ça, c'est que vous pouvez épater votre correcteur relativement aux finalités. Donc, aux finalités, je parle des finalités au pluriel, donc aux finalités intellectuelles de la philosophie. Par contre, pour ce qui concerne les finalités pratiques de la philosophie, j'entends d'abord l'autre apport de la philosophie vis-à-vis de la science. Rappelez-vous, on sait que la science, dans toutes les connaissances de l'homme, elle est considérée comme la plus performante. Parce qu'on sait que c'est la science qui a permis à l'homme de découvrir les lois de la nature. Mais ce qu'il faut également préciser, c'est que les sciences ont une vérité partielle. Je veux dire par là, la vérité scientifique, aussi performante soit-elle, elle n'est que partielle, elle n'est que parcellaire, elle ne prend en compte qu'une partie de la réalité. Et pourquoi? Mais parce que la science ne s'occupe que des objets matériels. La science ne parle pas de Dieu. La science ne parle pas de l'âme. Elle ne parle pas du paradis, elle ne parle pas de l'enfer, elle ne parle pas de l'origine du monde, au-delà de la question du Big Bang. Donc, elle ne parle pas des questions existentielles. Donc, je dis par là, la science, elle est performante, c'est vrai, mais elle ne prend en charge qu'une partie de la réalité et ignore toute une autre partie de cette même réalité. Donc, du coup, je dis, la science, elle est performante, mais elle est partielle, elle est parcellaire. Elle ne règle qu'une partie de nos questions. Et donc, parce que la science, elle est parcellaire, elle est partielle, qu'est-ce qui se passe? L'homme se tourne vers une autre forme de connaissance, par laquelle forme de connaissance, elle pourra prendre en charge les questions que la science ignore. Et c'est ici également que la philosophie intervient. Pourquoi faire? Pour prendre en charge ces questions-là que la science ignore. Donc, c'est pourquoi nous dirons que l'une des finalités pratiques ou morales ou dans le domaine de l'action de la philosophie, c'est de prendre en charge les questions existentielles. Et je rappelle que les questions existentielles, ce sont toutes ces questions-là qui se rapportent à notre existence. Toutes ces questions qui donnent sens à notre existence. D'où venons-nous? Que faisons-nous là? Pourquoi y a-t-il tout ça plutôt que rien? Quelle est la valeur de la vie? D'où allons-nous? Que pouvons-nous espérer? Que m'est-il permis de faire? Donc voilà ce qu'on appelle les questions existentielles. Dieu existe-t-il? L'âme est-elle immortelle? Le paradis est-il une fiction ou encore une réalité? Voilà ce qu'on entend par les questions existentielles. Maintenant, en quoi ces questions existentielles se rapportent au domaine de l'action? Parce qu'avoir répondu aux questions existentielles permet de donner un sens à notre existence, permet de donner une orientation à nos actions, permet de définir notre propre conduite. Donc je dis que la première finalité de la philosophie dans le domaine de l'action, c'est quand elle prend en charge les questions existentielles pour donner une orientation à notre conduite. Donc pour
donner une orientation à notre conduite. Donc voilà l'un des aspects les plus intéressants quand on veut montrer évidemment ici la finalité morale de la philosophie ou la finalité pratique de la philosophie. Alors aussi l'autre finalité pratique de la philosophie, c'est toujours par rapport à la science. Je rappelle que la science, on l'a dit, elle est performante. Maintenant, quand elle est alliée à la technique, cette science, maintenant on parle de technoscience, non seulement elle est performante, mais elle devient efficace. Elle font de l'homme, ces deux-là, l'artisan de son bien-être. Je veux dire, grâce à la science et à la technique, aujourd'hui l'homme a réussi le pari de Descartes, devenir maître et possesseur de la nature. On peut dire que la science a rendu l'homme donc maître de l'univers. Grâce à la science et à la technique, l'homme se connaît mieux le monde qui l'entoure, mais également l'homme transforme et maîtrise la nature. Sauf que, autant la science fait de nous l'artisan de notre propre bien-être, autant elle fait de nous, dans son alliance avec la technique, l'artisan de notre propre destruction. Pourquoi? Parce que la science nous offre les moyens de mieux nous détruire, de mieux détruire notre cadre de vie. Donc la science offre à l'homme les moyens de s'anéantir et d'anéantir son cadre de vie. Et je crois que Bargny est un exemple des conséquences écologiques liées au développement technoscientifique. Donc du coup, ici, qu'est-ce qu'il appartient à la philosophie de faire? Il appartiendra à la philosophie d'être moralisatrice de la technoscience. Alors ici, moralisatrice de la technoscience, dans le sens où il appartiendra à l'esprit philosophique de rappeler à l'esprit scientifique les seuils à ne pas dépasser pour finalement devenir une menace pour notre dignité et pour notre liberté d'homme. Donc ici, la philosophie joue un rôle pratique vis-à-vis de la science quand elle devient son garde-fou, quand elle devient son supplément d'âme, quand elle devient sa conscience. Rappelez-vous de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'autre argument qu'on aurait pu envisager pour montrer l'utilité de la philosophie, alors on peut, pourrait être ici, ce que la philosophie peut faire pour la religion. Rappelez-vous, toutes les religions révélées ont fini par montrer que l'usage de la raison relève d'une nécessité dans le domaine de la religion. Aujourd'hui, les religions révélées nous montrent que Dieu parle aux êtres intelligents. Dieu parle à ceux qui réfléchissent. D'ailleurs, la preuve, les religions révélées ont été descendues sous forme d'écriture. En fait, ont été descendues évidemment par quelques êtres angéliques ou féeriques, mais cette religion a été transmise aux hommes à la suite de l'écriture. Puisque nous sommes dans l'ordre de l'écriture, ça signifie que nous sommes dans l'ordre de la raison, dans l'ordre de la lecture, de la compréhension, du décryptage. Et donc du coup, je dis que ce que la philosophie peut faire pour les religions, c'est de se poser comme une lumière de la foi. Parce que je précise que la foi, ou elle peut être aveugle, ou elle peut être éclairée. Quand est-ce qu'on parle de foi aveugle? C'est quand on croit sans savoir pourquoi l'on croit. Cette forme de croyance ou de foi est source de danger. Pourquoi? Parce qu'elle mène à l'extrémisme, elle mène au radicalisme. Par contre, quand la foi est éclairée par les lumières de la raison, je veux dire quand on croit et on sait pourquoi on croit, ça veut dire qu'on peut convaincre même l'autre qui a été notre détracteur. Ça signifie également qu'on peut étendre sa propre religion. Ça signifie que désormais, au lieu d'utiliser la violence, le terrorisme, l'argument de la force, parce qu'on s'est senti offensé dans sa foi, on n'a qu'à utiliser la force de l'argument, on n'a qu'à écrire, on n'a qu'à expliquer, on n'a qu'à faire comprendre à l'autre, je prends l'exemple de la religion musulmane, que l'islam est une religion de paix. Parce que souvent, ceux qui ne connaissent pas l'islam, je parle de tous ceux qui parlent sous le prisme de l'ethnocentrisme occidental, ils voient dans tous les musulmans un potentiel terroriste. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que l'islam n'est pas une religion de paix. Et moi je dis qu'une telle conception relève d'une méconnaissance de l'islam. Donc pour un musulman qui connaît les préceptes de sa religion, il pourrait aisément expliquer à son interlocuteur en quoi
la religion musulmane, c'est une religion de paix. En quoi également, dans la religion musulmane, les femmes ont été honorées. Parce que justement pour eux, les femmes sont réduites au silence. Et également, nous sommes des gens belliqueux. Ce que je répète relève purement de l'ignorance. Il appartient aux croyants que vous êtes, mais aux croyants éclairés que vous êtes, d'expliquer aux autres que leurs conceptions ne sont pas fondées. Donc ici, l'autre apport de la philosophie dans le domaine de l'action, c'est quand elle peut éclairer la foi religieuse, histoire d'éviter que l'on verse dans toute forme d'extrémisme, dans toute forme de radicalisme, dans toute forme d'intolérance. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir pour ce qui concerne donc ce que la philosophie peut faire pour le domaine de l'action. Donc en gros, on retient ça pour l'instant relativement au domaine 1 donc, que nous venons d'épuiser. Merci beaucoup.